ce webinaire. Nous allons juste encore, avec votre permission, accorder quelques minutes, le temps qu'on puisse avoir plus de membres de la communauté pour qu'ensemble on puisse échanger sur cette thématique qui est très importante. Merci beaucoup pour votre compréhension et à tout à l'heure. Soyez les bienvenus à ce webinaire portant sur la prévention, contrôle, infection de l'association VIH-Sida et INPOS. Je suis docteur Kwasi Emilienne. Je suis chargée de modérer cette séance. Je suis médecin spécialiste de santé publique au niveau de Côte d'Ivoire. Et donc, pour le moment, pour permettre plus ou moins aux membres de la communauté de nous rejoindre, on va essayer de nous présenter. Voilà, on va donner l'opportunité à quelques personnes de se présenter, le temps de pouvoir avoir un grand nombre. Donc, pour que ensemble puissions bénéficier de cette connaissance-là sur la thématique. Donc, ne sans plus tarder, je vais me tourner vers monsieur ou docteur Salifou Sidibé. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre nom, votre structure, votre pays? Voilà. Salifou Sidibé, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Est-ce que je peux avoir des signaux pour ceux qui sont connectés? Je peux avoir des signaux de votre part pour être sûr que je suis entendu.
Ok. Merci beaucoup. Merci, Fanny Doucou. Vous venez de quel pays? Vous pouvez préciser votre pays et puis la structure à laquelle vous appartenez. D'accord. Horace Akapo, est-ce que vous pouvez vous présenter également? Donc, j'invite tous les participants à bien vouloir se présenter dans le chat. Mettez votre nom, votre fonction, voilà, votre organisation, votre pays, voilà. Je fais dans le chat que nous sommes un webinaire. Je suppose que vous n'avez pas la possibilité d'ouvrir votre micro, c'est ça? Monsieur Martin, est-ce qu'il est avec nous? Professeur Boula, Martin est là? Euh, De Haïti. Est-ce que les participants ont cette possibilité-là d'ouvrir leur micro? Non? oui, oui, D'accord. oui. Ok, donc j'ai vu Monsieur Pascal et Mehdi qui a ouvert sa caméra tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Ok, merci. Merci pour c'est Dr Pascal Emedi. Je suis médecin, actuellement en master, apprenant master en communication et système d'information en santé publique. Ok. Merci. Merci beaucoup d'être présent parmi cette communauté. Merci de Merci. votre présence. D'accord. Valérie Chinombo. Ok. D'accord. Nous saluons docteur Valérie de sa présence. Voilà. Euh, de Juma. Juma, c'est nous. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour la communauté ECHO. Je suis le docteur Djoum, le super IP du projet ECHO en République centrafricaine. Je vous souhaite à tous meilleure santé et bon travail. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci également de votre présence à ce webinaire. Merci. Docteur Horace Akapo. C'est bon? Oui, monsieur Douma, vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. Docteur Horace Akapo, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro et puis vous présenter? D'accord. On va donc continuer. Idrissa Traoré, bonjour à vous. Allô, vous m'entendez? Oui, monsieur Idrissa, ouvrez votre micro. Votre micro est fermé. Ouvrez votre micro. Oui, allez-y. Ok, bonjour à tous. Bonjour. Moi, c'est Idrissa Traoré de l'hôpital de Sikasso au Mali. Au Mali. D'accord. Oui, Merci beaucoup de votre présence. merci à vous. Voilà. Mhm. Euh, Moulondani Banyawa. J'espère que je ne corche pas le nom. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous Oui, présenter? bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous me captez. Oui, c'est Bien. le docteur 5, 6, 5. Molondani Banyawa Gelor. Je suis Oui. consultant PCI chez Africa CDC au Burundi. Merci. Waouh. Merci beaucoup. Merci. Merci de votre présence. OK. On a également un autre membre qui est fréquente. Elle est fréquente à différentes sessions des programmes au niveau de l'Afrique. Madame Bianco Paola, depuis l'Italie, bonjour à vous. Ouvrez votre micro. Paola Bianco, votre micro est fermé. Si vous pouvez ouvrir votre micro pour vous présenter à la communauté.
D'accord. Donc, il est midi 16. Voilà. Je vais, peut-être avec l'autorisation de l'expert, est-ce qu'on peut commencer ou on attend encore un peu pour permettre, à la communauté de nous rejoindre? Il n'y a qu'une dizaine de participants. Donc, aujourd'hui, comme je le disais tantôt en introduction, ce webinaire va porter sur la prévention contre l'infection de l'association VIH-Sida et le MPOS. L'expert du jour, il est connu de cette communauté. Voilà, c'est le professeur Ali Boulaboula, qui n'est plus à présenter. Il est médecin de formation en République démocratique du Congo. Il est détenteur d'une maîtrise en sciences biomédicales tropicales, spécialiste en médecine interne avec polarisation en maladies infectieuses et parasitaires. Il est également professeur au niveau des universités en République démocratique du Congo. Donc, c'est avec notre cher maître que nous allons aborder cette thématique qui est d'actualité. Voilà, ce couple VIH, SIDA et Mpox. Voilà. Donc, professeur, vous avez, si vous êtes prêt pour votre présentation, Je suis prêt, madame. d'accord. On peut commencer où on attend un peu? Et pour ne pas abuser de, de la patience des autres Mhm. participants, C'est je ça. pense que nous pouvons commencer et les autres membres vont nous rejoindre. D'accord, professeur. Donc, Oui. vous avez toute la place pour votre présentation. Nous invitons les membres de la communauté à poser les questions au fur et à mesure de la présentation de l'expert dans le chat. Donc, posez vos questions dans le chat, nous allons les collecter et à la fin de la présentation, nous allons apporter les réponses qu'il faut. Merci beaucoup. Donc, professeur, vous avez toute la place. Merci beaucoup, madame. Merci encore une fois à tous les participants qui se sont mobilisés pour prendre part à cette session. C'est pas un cours, mais c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Je remercie encore Dr. Kwasi pour avoir accepté de modérer cette session, comme il l'a fait aussi les autres fois par le passé. Merci. Je remercie aussi l'équipe d'Eco India, dirigée par Madame Kanika, pour nous permettre de vous rejoindre où vous êtes. Et sur ce, je souhaite la bienvenue à tous les participants présents et permettez-moi de partager mon écran. Est-ce que l'écran est visible? Oui, professeur. Oui, oui, il est Oui, visible. c'est professeur. Merci. Oui. Voilà, je vais m'excuser, mais pour vous dire que le titre qui est sur l'affiche et le titre qui est projeté ne semblent pas être le même, mais c'est la même matière. Je dirais plus que le titre a évolué. Donc, un pox et VIH-Sida, facteurs de risque, résultats et gestion. Au sommaire, nous avons l'introduction, un aperçu du Mpox, VIH impact sur l'évolution du Mpox, résultats cliniques du Mpox chez les personnes séropositives de VIH-Sida, facteurs de risque
de maladies graves, traitement antirétroviral et résultats du Mpox, recommandations de l'OMS sur le dépistage et le triage, prévention et contrôle du Mpox, traitement et soins de soutien, enfin la conclusion. Comme introduction, le Mpox est une maladie infectieuse, réémergente, qui présente des risques sanitaires significatifs, en particulier pour des sujets immunodéprimés. Les personnes vivant avec le VIH-Sida courent un risque accru de complications graves de la maladie Mpox en raison de leur immunodépression. Objectif clé de la présentation, c'est comprendre l'impact du VIH sur l'évolution du Mpox. Identifier les facteurs de risque et leurs implications cliniques. Enfin, passer en revue les principales recommandations de gestion. Épidémiologie de la Mpox. Bien, ici, on va dire deux, donc Mpox, ou de la, donc la maladie, Mpox. Les deux peuvent se retrouver sur mes diapositives. La transmission d'Mpox. Transmission interhumaine, c'est fait par le biais de contacts étroits, par les gouttelettes respiratoires entre la personne contaminée et celle qui ne l'est pas encore. Mais cette transmission interhumaine peut survenir aussi par l'intermédiaire des objets contaminés. Deuxième source de transmission, ce sont les sources zoonotiques. Donc, le contact avec des animaux infectés, morts ou vivants qu'on rencontre dans la forêt. L'homme va dans la forêt, soit pour la chasse ou bien l'agriculture, ou pour exploiter le bois, ainsi de suite. Dans ce contact, il peut attraper la maladie. Mais tout aussi, par le fait, aujourd'hui, les changements climatiques qui peut être occasionné aussi, et dans la plupart du temps, il faut l'avouer, par l'activité humaine, eh bien, le biotope, le milieu de vie des animaux étant détruit, eh bien, ces animaux vont se rapprocher de plus en plus des habitations des collectivités humaines. Hein, voilà des occasions de rencontre entre l'homme et l'animal infecté, et c'est dans ces circonstances. Alors, les épidémies récentes, qu'est-ce qu'elles nous renseignent? Ces épidémies récentes ont montré une forte incidence
dans les pays non endémiques. Eh bien, les pays endémiques se trouvent dans les régions de l'Afrique centrale, mais aussi dans les régions de l'Afrique de l'Ouest. Mais ici, en 2022, le 22 mai, à partir du 22 mai, a éclaté une épidémie au niveau mondial, surtout dans les pays non endémiques. Et ce qu'il faut souligner aussi, que cette épidémie n'a pas de rapport avec des voyages des ressortissants de ces pays dans les régions d'endémie de la variole de singe, appelée aujourd'hui Mpox, ou ça n'a pas de rapport avec l'importation dans ce pays-là des animaux pour des laboratoires de recherche ou des animaux de compagnie. C'est quelque chose dont il faut souligner. Et cette épidémie ou ces épidémies ont montré que la maladie concernait beaucoup plus des catégories ou des populations clés qui ont un certain mode de comportement du côté sexuel. Et il y a eu cet impact disproportionné sur ces populations-là. On peut citer les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes. On a parlé aussi de groupes de transgenres ou de personnes qui sont qui vivent avec le virus de VIH, qui ont d'autres comportements, par exemple, multiples partenaires sexuels, ainsi de suite. Eh bien, c'est dans ces populations clés que se sont exprimées beaucoup plus ces épidémies qu'on a connues voici 3 ans et qui continuent encore en Afrique sous une autre forme. Mais ici, en Afrique, ça frappe beaucoup plus les enfants, les adolescents, les adultes. Quels sont les facteurs de risque de maladies sévères? Les facteurs de risque ici, c'est l'immunodépression. Immunodépression, qu'elle soit d'origine infectieuse virale, telle que avec le virus d'immunodéficience humaine, et immunodépression à la suite de la chimiothérapie. Je voudrais dire ici que la chimiothérapie en soi entraîne une, un déficit immunitaire. On utilise ces médicaments pour soigner les cancers, le cancer lui-même étant à la base d'une certaine immunodépression. Nous avons aussi l'immunodépression dans les greffes d'organes. En fait, pour que quelqu'un bénéficie d'une greffe d'organes, on va le mettre avec des médicaments
dans un état d'immunodépression pour qu'il ne rejette pas l'organe qu'il reçoit comme greffe. D'où les médecins vont le préparer avant l'intervention en le mettant en abaissant, en diminuant ses moyens de défense pour qu'il tolère l'organe qu'on va lui greffer. Autre facteur de maladie sévère, c'est la grossesse. La grossesse, je l'ai expliqué la semaine passée dans un autre webinaire, dans une autre plateforme. La grossesse, au fait, la femme enceinte, pour donner plus de chance à son fœtus, au produit de sa conception, ses moyens de défense diminuent ou ne s'expriment pas tellement pour ne pas rejeter le fœtus qui est en elle. Alors, on ne dira pas que la femme enceinte est en déficit immunitaire. Non, la femme enceinte est dans l'état qu'on appelle d'immunotolérance. Immunotolérance pour donner la chance à la croissance, donner la chance à son bébé de grandir en elle pour qu'il atteigne ses 9 mois et ainsi naître. À côté, il y a la carte Mpox dans le monde depuis janvier 2024. Dans les zones qui sont le plus sombres sont les zones qui sont vraiment frappées par cette maladie, donc l'Mpox. Aperçu du Mpox. Étiologie, eh bien, l'Mpox est causé par le virus de la variole du singe, le MPXV, appartenant au genre Orthopoxvirus. La transmission de ce virus se fait principalement par contact direct peau à peau, par les gouttelettes respiratoires ou par des matériaux contaminés, comme on l'a dit il y a quelques instants. Quels en sont les symptômes? On observe de la fièvre, une éruption cutanée généralisée, des adénopathies qui sont en soi douloureuses et dans les cas graves, on observe aussi des complications telles que la pneumonie et la septicémie. Épidémiologie mondiale, les récentes flambées ont principalement touché certaines populations, ce que j'ai appelé les populations clés, notamment les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, mais aussi les personnes immunodéprimées pour toutes les causes. VIH et impact sur l'évolution du Mpox. Prévalence du VIH parmi les patients Mpox. Il y a eu une revue systématique qui a inclus 19 études portant sur 89 722 patients. Alors, de cette étude, on peut
voir le risque de la maladie grave? Eh bien, les personnes séropositives au VIH ont un odds ratio de 1,79 pour un mpox sévère, hein, quand on compare le groupe des personnes séropositives au VIH et le groupe des personnes séronégatives au VIH. En tout cas, ceux qui sont porteurs du VIH ont une odds ratio de 1,79. Tandis que les sujets, les sujets vivant avec le VIH, dont le compte des lymphocytes CD4 est inférieur à 350 cellules par millimètre cube, présentent un risque encore plus élevé, c'est-à-dire un odds ratio de 2,45, ce qui souligne le rôle du statut immunitaire. On a aussi un risque accru d'hospitalisation et d'infections secondaires et de mortalité dans le groupe des personnes à VIH positif qui attrapent POX. Il y a un auteur qui a fait aussi une revue aux États-Unis, Mohamed et ses collaborateurs. Eh bien, dans l'étude, dans la revue qu'il a faite, eh bien, le risque augmente de 56,6%. Le risque d'hospitalisation, je voulais dire. Résultats cliniques du mpox chez les personnes séropositives. Il y a une augmentation de la gravité du mpox chez les patients séropositifs du VIH-Sida. L'hospitalisation, c'est 42 pour 1000 cas dans la population générale. Il y a une admission en soins intensifs de l'ordre de 42 pour 1000 dans les cas graves. La ventilation mécanique. Ces personnes qui font de détresse respiratoire, eh bien, peuvent bénéficier dans l'ordre de 26 pour 1000 cas de ventilation mécanique. Il y a aussi la mortalité pour toutes les causes confondues, de l'ordre de 46 pour 1000 cas, pour 1000 dans les cas graves. Comme complications sévères, cette catégorie des sujets a un risque accru de septicémie, de pneumonie, d'encéphalite et insuffisance respiratoire, nécessitant une détection et une intervention précoce. Facteurs de risque de maladies graves. Comme facteur de risque majeur, il y a le faible taux de CD4, donc moins de 350 cellules par millimètre cube. On a aussi comme facteur la charge virale de VIH élevée ou encore le VIH non contrôlé. Autres facteurs, ce sont les co-infections, pneumonie bactérienne, septicémie. On peut aussi citer comme facteur de risque majeur l'accès retardé aux soins de santé et interruption de traitement antirétroviral.
Bon, il y a des gens peut-être qui sont éloignés de centres de santé et qui ne peuvent pas venir à temps prendre leurs médicaments ou faire des examens. Ça peut les conduire à arriver à un stade très avancé de la maladie ou encore des gens qui étaient sous traitement et qui interrompent leur traitement pour des circonstances diverses, des circonstances de guerre, d'insécurité, ou tout simplement quelqu'un abandonne parce qu'on lui a dit, il faut aller chez tel pasteur, il peut prier pour vous et vous pouvez guérir. Nous avons connu des cas comme ça. Il y a aussi l'absence de vaccination préalable contre les mpox ou la variole. Ici, il faut dire que les générations d'avant 1970-1980 qui ont bénéficié de la vaccination contre la variole, eh bien, ces personnes-là, je ne dis pas qu'elles ne peuvent pas attraper le mpox, mais quand ils attrapent le mpox, ça ne sera pas aussi grave que les personnes qui n'ont jamais été vaccinées contre la variole. Alors, maintenant qu'il y a des vaccins contre le mpox, les gens vaccinés réagissent mieux que les personnes qui n'ont jamais été vaccinées. Mais ici, en parlant de personnes porteuses du virus de VIH qui vivent avec le virus de VIH, eh bien, nous allons le voir dans quelques instants. Ces personnes qui sont vaccinées euh, ont plus d'avantages que celles qui ne sont pas vaccinées. Traitement antirétroviral et résultats du mpox. Alors, l'ARV comme facteur protecteur. L'initiation rapide du traitement antirétroviral est associée à des meilleurs résultats pour le mpox et une réduction de la mortalité. L'initiation du traitement antirétroviral augmente les hospitalisations. Hein, on a un autre ratio de 4,19, soulignant l'importance du traitement précoce du VIH. Il faut que j'explique ça. Donc, quand on a des suspects, pour la mpox, il est recommandé de tester précocement ces malades parce que le mpox n'a pas le monopole de l'éruption cutanée. Il faut faire le diagnostic différentiel avec d'autres maladies qui s'accompagnent d'éruptions cutanées, notamment certaines maladies sexuellement transmissibles, certaines infections sexuellement transmissibles. Hein, on peut en citer la syphilis, l'herpès, ainsi de suite. Alors, toutes ces maladies peuvent être testées, euh, découvrir à temps si la personne est porteuse du virus d'immunodéficience humaine. Si on la trouve, il y a intérêt, à commencer le traitement aux antirétroviraux et avant le 7e jour, c'est beaucoup mieux et les résultats sont très encourageants, tels qu'on le dit. La science avance. Alors, l'OMS recommande fortement un traitement précoce du VIH pour les patients mpox positifs.
même dans la crainte liée à la survenue du syndrome inflammatoire de reconstitution humaine ou immunitaire. Et c'est quoi? L'iris, on l'appelle iris. Je l'explique un peu. Eh bien, l'iris, ce syndrome inflammatoire de reconstitution immunitaire arrive quand la personne a une infection opportuniste, citons la tuberculose, quand cette personne est soignée contre la tuberculose et ensuite on va commencer le traitement antirétroviral, eh bien, va survenir ce syndrome euh, par l'aggravation des signes de la tuberculose. En fait, c'est quoi? Les traitements antirétroviraux, en l'appliquant, la personne retrouve retrouve ses moyens de défense immunitaire. Et ces moyens de défense immunitaire permettent à la personne de se défendre encore mieux contre les infections opportunistes et ainsi de suite. Mais il y en a qui réagissent de façon exagérée. Leur organisme réagit de façon exagérée, si bien qu'il crée ce syndrome qui peut emporter une personne. Alors, il y a le syndrome qui est paradoxal, c'est le cas de quelqu'un qui est soigné contre la tuberculose. Il évolue pendant un certain temps. On introduit le médicament antirétroviral. En introduisant ce médicament antirétroviral, on trouve que la tuberculose augmente, augmente. Mais je signale aussi que ce syndrome est retenu après le diagnostic différentiel. Hein, on élimine une intoxication, on élimine une résistance aux antituberculeux, ou bien on élimine euh, la réinfection de la personne par une autre infection opportuniste. Voilà pour l'iris et pour expliquer pourquoi il ne faut pas craindre tellement la survenue de l'iris, en fait sa fréquence, dans le cas de la tuberculose ou d'autres origines, on parle de 16% chez les personnes vivant avec le VIH. Donc, 16%. Alors, il faudrait insister sur le traitement antirétroviral. On a les suspects. C'est une personne qui était connue sous antirétroviral. On n'interrompt pas, on continue avec le traitement. C'est une personne qui est nouvellement diagnostiquée porteur du virus. Eh bien, on va initier rapidement le traitement antirétroviral pour bénéficier d'une guérison rapide, une diminution de la mortalité, ainsi de suite. Recommandations de l'OMS sur le dépistage et le triage. Recommandations pour le dépistage. Il faut dépister tous les individus présentant une fièvre, une éruption cutanée ou une adénopathie, et surtout une adénopathie douloureuse. Il faut prioriser le dépistage des individus
immunodéprimés, en particulier ceux vivant avec le VIH-Sida. Pour le triage, il est recommandé d'utiliser des outils standardisés, l'outil de triage de l'OMS. Et celui-là nous permet d'identifier les patients à haut risque qui ont besoin de soins urgents. Prévention et contrôle du Mpox. Quelles sont les mesures de prévention et de contrôle des infections? Nous avons l'hygiène des mains rigoureuse, le port de masques médicaux et la désinfection de l'environnement. Nous avons aussi comme mesure, c'est l'isolement des cas suspects ou confirmés pour réduire le risque de transmission. Ici, je voudrais dire que la personne avec le VIH est parmi les personnes à haut risque. Donc, la femme enceinte, les immunodéprimés, les enfants, ce sont des cas à haut risque quand ils sont hospitalisés et quand ils sont malades. Il faut les amener à l'hôpital où ils peuvent recevoir des soins appropriés et suivis. Stratégie de vaccination. La vaccination contre la variole ou l'Mpox peut réduire la gravité de la maladie. L'autre ratio ici est de 0,88. La priorisation de la vaccination pour les populations à haut risque, y compris les personnes vivant avec le VIH. Les indications venaient d'être données. Le vaccin anti-Mpox, c'est le vaccin de troisième génération. Donc, le vaccin modifié avec Vaccinia Ankara de Bavarian Nordics. Eh bien, l'avantage de la vaccination contre Mpox, c'est la réduction. On a observé chez les sujets vaccinés une réduction importante de l'intensité des symptômes, une réduction aussi du risque d'infection. Chez les sujets immunodéprimés, comme les PVVIH, il faut plus de 2 doses pour les protéger. Traitement et soins de soutien. Les cas bénins ici, comprenez par cas bénin, ce sont des personnes qui ont moins de 25 lésions cutanées. Eh bien, ces cas peuvent être gérés à domicile avec un traitement symptomatique aux antalgiques, les personnes qu'il faut réhydrater et les personnes qui ont besoin d'un soutien nutritionnel. Antalgiques, pourquoi? Parce que ce sont des malades qui ont des douleurs. L'hydratation, eh bien, les personnes qui souffrent d'un pox, la plupart, surtout des cas graves, ont une déshydratation. Déshydratation, pourquoi? Ils font beaucoup de fièvre. Il y en a qui vomissent et qui font la diarrhée. Alors, pour toutes ces raisons, les personnes doivent être réhydratées. Et ils sont déshydratés. Pourquoi?
parce que avec beaucoup de lésions dans la bouche et des ganglions augmentés de volume et sensibles, ils ne mangent pas suffisamment ou ils ne boivent pas suffisamment et voilà qu'ils se déshydratent. Un soutien nutritionnel, bien les raisons de soutenir ces personnes, ces sujets malades nutritionnellement, parce que les apports sont peu importants, les apports nutritionnels, je vous l'ai dit, du fait des lésions, ils ne mangent pas suffisamment. Les cas graves, comment on va les aider? Eh bien, l'hospitalisation est requise avec des éventuels soins intensifs pour les complications comme la septicémie, l'insuffisance respiratoire et la déshydratation sévère. En passant, il faut dire que ces malades avec des lésions cutanées très importantes, et ici, les personnes avec VIH ont des lésions nécrotiques, tellement que l'atteinte est grave. Alors, ces personnes, il faut les prendre en charge comme des grands brûlés. Il y a aussi les antiviraux, tels que euh, tecovirimat, peuvent être envisagés pour les patients à haut risque. Y a-t-il un très grand bénéfice avec ce médicament? Eh bien, on venait de l'apprendre la semaine passée que son efficacité n'est pas aussi grande comme on l'a surestimé voici quelque temps. Ce sont des résultats de revues scientifiques. Les infections bactériennes secondaires doivent être traitées rapidement avec des antibiotiques appropriés. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on peut retenir? Les personnes séropositives présentent un risque plus élevé de complications graves d'un mpox, d'hospitalisation et de mortalité. L'initiation précoce du traitement antirétroviral améliore significativement le pronostic et réduit les complications. Donc, on a intérêt à commencer à temps. Des efforts complets en matière de prévention des infections, de dépistage et de vaccination sont essentiels pour contrôler le mpox ou variole des singes. Une approche multidisciplinaire impliquant professionnels du VIH et les équipes de réponse au mpox est nécessaire pour une gestion efficace de la maladie ou de deux maladies et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Est-ce qu'on peut envoyer des signaux d'applaudissements au professeur Ali Boulaboula pour cette présentation très enrichissante qui établit le tableau de ces deux pathologies, hein, avec plusieurs facteurs de risque. Merci, professeur, de nous avoir nourris de toutes ces informations, à commencer par l'épidémiologie, la transmission, le mode de transmission, les facteurs de risque et terminer par les, la prise en charge. Donc, avec cette conclusion d'une prise en charge multidisciplinaire,
au vu de ces facteurs de risque qui ont été énumérés, notamment en lien avec euh, des liens épidémiologiques par rapport aux facteurs de risque du mpox, notamment le terrain immunodéprimé, le terrain de la grossesse, également d'autres facteurs du côté du VIH par rapport à la charge virale qui impactent sur la gravité de la pathologie, aussi la vaccination qui joue un rôle très important dans la réduction de la gravité de la maladie pour pouvoir réduire vraiment cette gravité lorsque les patients sont vaccinés. Cela leur donne une protection pour éviter les formes graves et également en termes de traitement, les antirétroviraux qui apparaissent comme étant des facteurs protecteurs et aussi contribuant à la réduction de la mortalité lorsque les patients se trouvent confrontés à ces deux pathologies. Donc, chers participants de ce webinaire, voici un peu résumé la présentation. Je vais regarder, me tourner vers vous si vous avez des questions. Pour le moment, nous n'avons pas de questions dans le chat. Donc, c'est vraiment l'occasion pour vous de pouvoir poser toutes les questions, toutes les parties là où vous n'avez pas compris au professeur qui se tient à votre disposition. Donc, nous attendons vos questions par rapport à cette présentation qui a été faite au couple Mpox VIH. Voilà, les deux pathologies qui ont en commun les terrains, les facteurs de risque, notamment les terrains d'immunodépression. Donc, voilà un peu. Avez-vous des questions, chers internautes? Monsieur Abel Noula, est-ce que vous avez des questions à poser par rapport à cette bien présentation qui a été faite? Vous avez encore des zones d'ombre. C'est le lieu de pouvoir échanger avec l'expert du jour. Docteur Joseph, OK. Valérie, docteur Valérie, allez-y pour votre question. Allez-y, docteur Valérie, ouvrez votre micro. Votre micro est fermé. Vous avez la main levée. Docteur Valérie Chil- Chilombo. Voilà. Excusez-moi pour J'espère que d'avoir... vous m'entendez. Oui, 5 sur 5. Le massacre de mon nom est toujours bénéfique en PCI, donc ne vous gênez pas Oh, pour ça. merci. C'est Chilombo. Euh, Euh, donc, c'est ainsi que nous faisons l'accompagnement aussi sur terrain. Merci beaucoup, d'accord. professeur, pour cette présentation. Euh, J'aimerais bien rajouter quelque chose par rapport à tous les aspects de prévention. Nous Mhm, avons entendu parler du syndrome de reconstitution immunitaire. Les mhm, personnes vivant avec VIH pourraient être infectées après avoir eu une initiation des antirétroviraux. Elles pourraient être exactement aussi infectées avant l'initiation. Elles peuvent être infectées pendant l'initiation. Et ces choses sont tout à fait importantes parce que quand on parle des précautions standards et quand on prend tous les aspects isolement des patients d'abord dès le départ, quand on parle de précautions standards, quand on parle de précautions additionnelles, eh bien, tout ceci est applicable dans ces cas. Et un expert ou un agent PCI devra mhm, tenir compte de tout ce que nous avons comme précautions, parce que les mhm, précautions, quand on dit elles sont standards, on se souvient des trois critères très importants. Quand on les appelle standards ou universels, elles vont mhm, être appliquées n'importe, elles vont s'appliquer n'importe quand, mhm, n'importe, n'importe où et mhm, devant n'importe quel malade. Donc déjà, on a couvert
Même si le Mhm. patient n'est pas séropositif, même s'il est séropositif, même s'il n'est pas Mpox, même s'il est Mpox, on a déjà Mhm. gagné de ce côté-là. C'est Maintenant, on ça. pousse les choses au niveau des précautions additionnelles ou complémentaires. On gagne également parce que on va pouvoir appliquer ces choses selon les cas que nous avons, selon la condition physique du patient, selon la condition clinique du patient, selon son statut immunitaire. Et ici, nous, comme PCI, la collaboration avec les cliniciens est très, très importante. Lorsque nous accompagnons les cliniciens, qu'ils connaissent ou pas la PCI, notre présence est très importante pour les services qui hébergent ces patients. Donc, faisons un effort pour que nous ne puissions pas dissocier la culture de la prise en charge clinique avec la culture de la PCI, parce que comme nous le disons, la PCI Mhm. est à la fois clinique et on ajoute aussi des aspects de santé publique là-dedans. De C'est ce ça. fait, ça nous permet de pouvoir résoudre beaucoup de problèmes, y Mhm. compris le bâti, donc l'environnement bâti, dont nous avons besoin pour pouvoir essayer de mettre ce patient à moindre risque, parce que dans le cadre du syndrome de reconstitution immunitaire, nous avons les défenses, même si elles sont augmentées, vous avez une exacerbation des signes qui vont pouvoir venir et certains patients sont perdus dans ce cadre de syndrome de reconstitution immunitaire. Donc, c'est assez Mhm. important que nous puissions, nous tous, comprendre que Mhm. comme PCI, nous devons asseoir la culture de la PCI dans toutes les institutions de prise en charge où nous nous retrouvons, de n'importe Mhm. quelle maladie, qu'elle soit infectieuse, qu'elle soit Mhm. non infectieuse, qu'elle soit Mhm. chronique ou qu'elle soit aiguë. Donc, c'est très Mhm. important que nous puissions amener cette culture de façon à ce qu'elle demeure en nous, qu'elle fasse Mhm. notre seconde nature pour que nous puissions faire ressortir cela et pérenniser, le transmettre, ensorceler, permettez-moi le terme, tous les autres qui vont venir à notre contact, de façon à ce qu'ils Mhm. soient contaminés par la PCI, les règles, et en accompagnant des outils d'utilisation et de mise en œuvre donc, de cette PCI. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, docteur Valérie, pour ces informations très importantes euh, qui permettent vraiment non seulement de réduire les risques pour le professionnel de santé lui-même qui est en charge du patient, mais également de protéger aussi l'entourage du patient. Également, votre intervention est tellement juste que après la pandémie de la COVID-19, où toutes les structures ont mis en place des dispositifs de lavage des mains. Après la pandémie, tous ces dispositifs ont disparu de nos structures, comme si, il n'y avait pas d'autres pathologies qui existaient. Donc, vous faites bien d'attirer vraiment l'attention de tout le personnel de santé sur les mesures standards de protection. Oui, docteur Papi, vous avez la main levée. Votre question? Et après, il y a une question dans le chat. Allez-y. Ok, merci beaucoup, docteur. Moi, c'est Papi Chantoali. J'interviens de Bukavu, en République démocratique du Congo. Mhm, Je suis médecin, ancien de cordée depuis et expert VIH. mhm, Ma question, merci au professeur pour cette présentation si riche et au docteur Chilombo pour avoir parlé, n'est-ce pas, des précautions universelles. Et mhm, ma question, c'est beaucoup plus technique, professeur. Moi, je m'en excuse. Clinique parce que vous savez parler de diagnostic différentiel et il y a certaines notions auxquelles vous avez fait allusion, notamment la biologie. Euh, et dans nos conditions ici, parfois, même si il y a déjà plusieurs années qu'on a commencé, la lutte contre le VIH-Sida a commencé, nous sommes dans des régions où on a difficile à doser le CD4, la charge virale et consorts. Je me dis, professeur, est-ce que si un malade séro-ignorant qui vous arrive avec des symptômes de Mpox, hein, c'est un malade séro-ignorant, et puis il arrive avec des symptômes de Mpox, mais des symptômes frustres, mais une éruption cutanée qui n'est pas vraiment caractéristique, et
avec des adénopathies. Je vois aussi des adénopathies, des adénopathies. Pour les classer cliniquement, professeur, est-ce que on est, euh, c'est péché de pouvoir prendre les mpox comme une infection opportuniste? Déjà, les adénopathies sont là, ils peuvent être, des adénopathies peuvent être dues à l'infection VIH, mais tout comme à l'Mpox. Si Mpox est déjà une éruption cutanée, on peut le mettre au stade 2 pour savoir un peu son degré d'immunodépression. C'est péché d'aller jusqu'à ce niveau-là et, euh, et les classer déjà peut-être au stade 2, pourquoi pas, hein, de, de l'infection à VIH-Sida. Merci beaucoup. Je salue docteur Chentoali de Bukavu où il intervient et tout en le remerciant. Au fait, vis-à-vis de HIV, SIDA, nous pouvons considérer Mpox comme une infection opportuniste. Donc, nous pouvons considérer comme tel, d'où les précautions. D'abord, dès qu'une personne est suspecte, de pouvoir chercher à savoir si la personne peut être testée d'une certaine manière pour écarter la possibilité de telle ou telle infection opportuniste. Et surtout, nous avons les deux possibilités. La personne est connue vivant avec le VIH ou elle ne l'est pas. Si elle ne l'est pas, nous, pour tout diagnostic, nous commençons d'abord par l'anamnèse. Avec une bonne anamnèse bien conduite, on nous dit que nous gagnons déjà 50% du diagnostic. Et le reste, nous allons tester avec les possibilités de diagnostic de laboratoire pour essayer d'établir qu'il est porteur du virus. Et avec ça, nous pouvons prendre toutes les précautions énoncées pour de cet exposé. Vous avez souligné quelque chose d'important. On n'a pas les moyens diagnostiques partout, hein, il est vrai. Et quand on en a, on a un laboratoire avec les possibilités diagnostiques. Nous connaissons la plupart du temps ce qu'on appelle des ruptures de stock. Ces ruptures de stock font que à tel moment, on ne puisse pas euh, faire un test, on ne puisse pas porter un diagnostic sur un raisonnement bien construit. Ce diagnostic, ce test va nous permettre de confirmer ou d'infirmer et de prendre en charge notre malade. Euh, Mon confrère Valérie a évoqué les précautions standards et complémentaires. Bien sûr, on recommande aux gens le lavage de mains, mais est-ce qu'on a de l'eau disponible et en quantité et en qualité partout pour exercer cela? Eh bien, moi, je l'ai dit, j'ai rassemblé tous ces éléments parce que je me dis que la connaissance doit précéder, l'équipement doit précéder tout ce que nous devons avoir pour faire ceci ou cela. Parce qu'on peut vous doter de toutes ces choses, mais si vous n'avez pas la connaissance, vous ne ferez rien. Voilà un point de vue que j'avais face à cette question. Ok, merci bien, professeur. Nous avons deux questions dans le chat. Je vais lire rapidement. La première concerne qu'est-ce que, avec la turbulence à l'est de la RDC, que faire pour réduire les risques de nouvelles contaminations?
Que faire pour réduire les risques. pour réduire Avec cette les... situation, voilà, d'insécurité, de turbulence au niveau de l'Est de la RDC. Bien, c'est une situation énigmatique. C'est ça. Elle est énigmatique, ça tombe sur soi. Il faut inventer, il faut Mhm, faire travailler les ménages mhm, pour diminuer ces risques. mhm, Moi, la première chose, c'est appliquer les précautions standards. mhm, En appliquant ces précautions standards, on peut tant soit peu diminuer les risques d'attraper la maladie ou de la transmettre. Là où on n'a pas détruit des structures sanitaires, où on peut les organiser, eh bien, on va commencer par l'application de ces mesures standards et complémentaires. Parce que si on ne fait pas ça, on, on répand la maladie à une grande vitesse. mhm. Je vois docteur Valérie qui demande la parole. Il va certainement nous donner son expérience. Il est assez habilité là-dessus, docteur Valérie. D'accord. Oui. Docteur Docteur, j'ai Valérie? beaucoup apprécié le mot, merci pour la parole, j'ai beaucoup apprécié le mot énigmatique. Mais alors, risque de transmission, réduction. Nous devons circonstancier les choses et nous dire, OK, sommes-nous en train de parler dans les formations sanitaires? Oui. Si on est dans les formations sanitaires et que l'on a accès à certaines ressources, parce que la connaissance doit précéder, ça veut dire nous connaissons ce qu'il faut faire en PCI, nous l'appliquons. Mhm. Maintenant, nous pouvons avoir les moyens qui sont limités. Le courant n'est plus là. La C'est ça. fourniture en eau n'est pas disponible tel que prévu. Mais C'est alors, ça. ça devient compliqué parce que quand on prend même dans le cadre où le courant était là ou est là, eh bien, certaines formations sanitaires, c'est des dames, c'est des messieurs qui sortent, qui sont payés pour pouvoir ramener des bidons jaunes de 20 litres d'eau régulièrement pour pouvoir remplir et qu'on n'a pas Mhm. de camion-citerne pour un approvisionnement. Ça devient une situation très difficile parce que la vie humaine, nous préservons aussi la vie humaine. Ceux-là qui vont aller, on évalue les risques, on ne peut pas aller dehors pour aller pouvoir chercher ou dans un lieu qui est assez insécure pour aller chercher. Ici, la collaboration, les autorités sanitaires doivent essayer de parler avec ceux qui assurent la sécurité afin de sécuriser essayer de pouvoir aider les hôpitaux dans un certain approvisionnement. Mais notons tout de suite que le circuit normal d'approvisionnement est perturbé. C'est C'est ça. exactement comme le Mpox a eu à perturber les services de santé de routine et qu'il faudrait pouvoir retourner la continuité des services. Donc, on doit pouvoir se réunir avec les autorités qui sont là, avec les nouvelles personnes qui sont là pour la gestion administrative et sécuritaire, discuter des choses et prioriser un certain nombre d'autres. Maintenant, pour ce qui est des communautés, la PCI communautaire, c'est le plus compliqué parce que rappelez-vous, la PCI communautaire, elle est basée sur la communication des risques et l'engagement communautaire. Donc, la communication sur les risques, ça devient très difficile de déployer les gens, les agents de santé communautaire pour faire ABCD parce qu'il y a de la méfiance. Et eux-mêmes, Mhm. au-delà de certaines heures, ils ne peuvent pas sortir. Avant certaines heures, Mhm. ils ne peuvent pas aller. Donc, le système est très perturbé et comme le Mhm. professeur a eu à le dire, c'est très énigmatique. Alors, il faut aller progressivement pour essayer de reprendre ce que l'on peut, mais la situation est assez difficile parce que d'autant que les déplacés, par exemple, pour ce qui est de la transmission communautaire, qui ont dû quitter les centres de prise en charge Mpox, ils se sont retrouvés Mhm. dans la nature. Et il y en a qui se Mhm. sont déplacés, qui ont traversé les frontières pour se retrouver notamment au Burundi. Et on a par exemple des cas de Mpox qu'on a dû retrouver dans certains, ou qu'on a eu à voir se développer finalement dans certains camps de transit. Donc c'est un problème Mhm. complexe. À ce moment-là, le travail transfrontalier, la coopération transfrontalière permet à ce que les ministères de la Santé, les autorités des deux pays essaient de collaborer. Et là où ils sont arrivés, donc ces patients dans les pays nouveaux ou dans les sites nouveaux sont arrivés, eh bien, les précautions Mhm. doivent être prises. Tout la surveillance.
La Mhm, surveillance sanitaire doit pouvoir fonctionner en faisant aussi la recherche active des cas et pour mhm, qu'on puisse essayer de référer les gens, les orienter vers le centre de prise en charge, même avec des postes de santé qui sont installés dans les camps. Donc, déplacés ou des réfugiés. Voilà, c'est un travail très mhm, complexe. Et alors, on appelle mhm. complètement, on en appelle à une approche multisectorielle pour arriver à faire Multisectoriel. ça, parce qu'on travaille avec les services d'immigration, on travaille avec les services de transport, on travaille avec. Eh bien, c'est une prise en charge multidisciplinaire et Mhm. multisectorielle. Merci. Merci beaucoup, docteur, pour ces compléments d'informations. Dans cette approche, dans cette situation d'urgence. Nous avons quelques questions, donc on va permettre au professeur de pouvoir répondre à ces questions rapidement. Il y a un participant qui souhaiterait savoir si les patients VIH avec un poste pouvaient bénéficier de la vaccination et si c'était possible également avec les patients fibrosés oxygénodépendants. Ça, c'est la première. Ensuite, il y a une autre question. Est-ce que le VIH peut-il accélérer l'évolution du mpox ou le mpox, c'est-à-dire vice-versa? Ensuite, voilà. Est-ce que le VIH avec a un impact sur le mpox? Si oui, quelles sont la conduite à tenir? Voilà. Donc, ces trois questions sont relatives, au couple. Après, la dernière question, c'est comment traiter ou nettoyer les vêtements, assiettes des patients importe dans une unité d'isolation. Voilà, professeur, c'est quelques questions. Merci. La dernière question, c'est comment laver? Voilà. Comment laver et nettoyer les vêtements, les assiettes des patients atteints du mpox dans une unité d'isolation. OK, hein. Au fait, nous commençons par la dernière question. Unité d'isolement ou à domicile. Bon, Mhm. ici, nous parlons d'Mpox, de VIH Mpox. Normalement, les cas sont des cas sévères. Il faut les amener en hospitalisation. Et là, comme venait de le dire docteur Valérie, il faut tout de suite dédier à ce cas-là une ou deux personnes qui devront s'occuper de ces cas-là et mettre à la disposition de cette personne les moyens pour bien appliquer les mesures de prévention et contrôle d'infection qui vont du lavage de mains jusqu'à la gestion des déchets, qu'ils soient médicaux ou pas, autour de ce patient. Ce patient doit avoir une toilette à lui, une chambre aussi, il n'y a pas moyen de mettre chacun dans sa chambre. Il faut séparer les malades avec des rideaux, ainsi de suite. Donc, toutes ces précautions doivent être définies dès le départ et mettre la personne malade au courant de ce qu'elle doit faire. Elle ne doit pas sortir n'importe quand, n'importe comment. Elle doit mettre son masque, elle doit couvrir ses plaies, ainsi de suite, parce qu'elle a aussi l'obligation de protéger le personnel comme les membres de famille qui viennent à son secours. Et l'interaction VIH-Mpox, c'était ça l'objet de notre exposé d'aujourd'hui. Je pense que tout ce que j'ai dit avant s'applique à la question. Je ne sais pas s'il faut faire C'est mieux ça, que ça. c'est ça. Ah, D'accord. il y a le terme fibrosé, j'ai pas Voilà, très compris. oxygénodépendant. Fibrosé Patient fibrosé oxygénodépendant. oxygéno. Ah, OK. Oxygénodépendant.
Eh bien, c'est très La complexe. docteur Valérie, il y a docteur Valérie qui souhaite intervenir. Docteur Valérie, allez-y. Votre micro, s'il Le vous plaît. prof, le prof pouvait terminer. Alors, je vais faire mon intervention. J'ai levé seulement la main pour attirer l'attention. Le Ah, prof peut ok, terminer d'accord. et je peux prendre le relais. Oui, Merci. oui, 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 D'accord. oui. Alors, cette personne, si elle est oxygénodépendante, c'est qu'elle a fait une détresse respiratoire telle que on ne peut pas, on continue les autres soins tout en le laissant sous oxygène. C'est tout ce que je peux dire. On ne va pas l'abandonner parce qu'il est sous oxygène. Il faut continuer tous les autres soins, mais tout en lui fournissant euh, son oxygène. Merci. Merci beaucoup, professeur, et merci beaucoup, docteur Kwasi, pour la parole. La vaccination, comme on dit, on va pouvoir toujours regarder si la personne répond à ces critères. Rappelons tout de suite que pour une personne VIH, nous tenons toujours compte de ce qui est du niveau de CD4. Et nous regardons si cette personne se trouve dans un cadre où elle peut bien recevoir les vaccins. Rappelez-vous que le vaccin améliore beaucoup de choses pour ce qui est du Mpox. Et, et quelle est l'interaction qu'il y a entre le virus lui-même et l'autre virus? Mais du point de vue de la vaccination, c'est comme toute autre vaccination. Je ne pense pas que les personnes qui sont VIH positives et qui ne représentent pas un risque de pouvoir développer la maladie de suite à leur immunodépression, c'est là qui n'ont pas ce risque-là, il leur est interdit de recevoir les vaccins. On donnera les vaccins normaux à ces personnes. Il y a des personnes qui vivent avec le VIH qui reçoivent le vaccin contre la fièvre jaune quand ils doivent voyager. Il y en a, il y en a, il y en a. Donc, de ce côté-là, on va regarder tout ce qui est de leur statut. De la même façon que le prof a dit, il dit lui-même très bien que si cette personne-là, vous voyez, avec sa fibrose, elle est obligée de recevoir de l'oxygène continuellement. Mais rappelons tout de suite que nous parlons des Mpox, hein. C'est Mpox ici. Et par rapport à ce qui est de prévenir cela, ça n'a pas d'effet par rapport à sa propre respiration. Donc, il faudra qu'on puisse regarder la clinique de la personne. Est-ce que du fait qu'elle est gravement malade, on va donner ou pas? Si la personne ne reçoit de l'oxygène que pour pouvoir l'aider à pouvoir avoir une bonne oxygénation, nous ne voyons pas de contre-indication. Donc, toutes ces choses sont liées à la clinique de la personne. Et c'est le médecin traitant qui va pouvoir en décider. Et il va pouvoir consulter aussi des infectiologues et tous les autres par rapport à certaines choses. Pour revenir, et j'aime beaucoup la question, par exemple, pour la prise en charge en termes des vêtements. Je crois que c'est ça un tout petit peu. Voilà. Donc, c'est très beau. Quand nous sommes dans une institution hospitalière, nous avons les services de la buanderie qui sont organisés. Si les services de la buanderie ne sont pas organisés, allons tout de suite au droit. On dit par exemple que l'hygiéniste qui doit, pour récupérer les vêtements, pour récupérer la lingerie, il doit s'habiller des équipements de protection individuelle appropriés pour ne pas lui-même recevoir de la contagion à partir ou bien avoir de la contamination à partir de la manipulation de ces différents vêtements. Ces vêtements sont recueillis dans un sac. On va pouvoir fermer le sac. On va mettre sur un trolley, sur un chariot ou mettre quelque part dans un panier pour amener à la buanderie. À la buanderie, rappelons tout de suite que la règle dans la PCI, c'est que nous ne pouvons pas désinfecter ce qui est sale. Donc, nous allons nettoyer. Donc, à l'eau et au savon, nous allons nettoyer. L'eau et le savon diminuent déjà le risque de contamination. Et pour ne pas décolorer ces habits-là, quand on a fait le premier rinçage, on a fait partir du savon, on peut tremper ça dans une solution 0,05% d'eau chlorée. Pourquoi cela? Parce qu'avec une concentration de 0,5, une concentration de 1% et tout ça, vous avez la décoloration de certains vêtements. Donc déjà, avec l'aspect tout simplement de nettoyer à l'eau et au savon, nous réduisons énormément le risque. Tout cela va, après séchage, va pouvoir être passé au repassage. Et le repassage permet davantage de pouvoir aussi tuer certains germes. Vous voyez, la beauté de ce que nous faisons, c'est que ces services doivent être organisés quand on n'a pas les moyens. Les membres de famille doivent être initiés à faire ça pour qu'ils puissent aussi essayer de pouvoir aider. Ici, nous parlons dans la communauté. Et même si c'est dans les hôpitaux où le service de bienvenue n'est pas organisé, on peut bien instruire les membres de famille
sur la manière de faire. De cette même façon, on développera un, on appelle un pamphlet, un petit dépliant qui permettrait à ce que dans la vulgarisation avec les agents de santé communautaire, qu'ils apprennent à la communauté, tout en repérant dans une famille où nous avons un cas, une personne responsable qui pourrait superviser ce genre de choses et, et qui peut être initiée à cette prise en charge pour ce qui est des vêtements qui sont souillés, hein, en portant des équipements de protection individuelle minimal que l'on peut avoir ou minimum qu'on peut avoir, de façon à ce que on puisse néanmoins se protéger et nettoyer à l'eau et au savon. Si on a l'eau de Javel, on peut montrer comment on prépare la solution chlorée. Si on n'en a pas, eh ben, nettoyer un désinfectant avec un savon permet déjà de réduire le risque et puis repasser selon les situations que l'on a. Donc, on adapte les choses selon les conditions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Valérie, pour tous ces conseils de précaution, hein. Et donc, est-ce qu'il y a encore, voilà, ok, je pense que oui, professeur, allez-y. Il n'y a plus de questions dans le chat. Professeur, allez-y. Merci, madame. Je voulais tout simplement insister sur le fait que quelqu'un qui est VIH positif, celui qui est connu comme malade et qui était sous son traitement antirétroviral, il doit continuer. Le nouveau diagnostiqué et qui est atteint d'un pox, il vaut mieux commencer précocement avant les 7 jours le traitement antirétroviral parce que en récupérant sur le côté moyen immunitaire, défense immunitaire, eh bien, ça lui permet de raccourcir le temps de la maladie Mpox et de lui bénéficier aussi contre les surinfections, hein, parce qu'il se défend mieux et à ce moment-là, il peut mieux se défendre aussi contre des surinfections qui aggraveraient son état. Je voulais mettre l'accent là-dessus. Merci, madame. Merci beaucoup, professeur. Y a-t-il encore des questions? D'accord. Je pense qu'il y a des échanges dans le chat par rapport à la conduite à tenir des vêtements, hein, en cas d'isolation du patient. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous tirons vers la fin de ce webinaire. Il est 13h34 et on a encore quelques minutes, hein, pour ceux qui n'ont pas encore bien cerné certains aspects de... OK. OK. Enfin, une dame, docteur Judith, allez-y pour votre question. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oui, oui. Merci beaucoup pour la parole. Merci beaucoup au professeur qui a présenté. Je n'ai pas tout bien suivi, mais je vais Mhm, un peu intervenir par rapport à ce que vient de dire tout de suite le professeur Ali. C'est par rapport à mhm, la prise en charge et la co-infection VIH Mpox. Le prof mhm. vient de nous dire que si un malade VIH vient de contracter le Mpox, il doit commencer directement les traitements s'il n'a pas été dorénavant sous traitement ARV. Alors, j'aimerais savoir, quel que soit le taux de CD4, le malade doit être mis sous ARV ou bien on doit tenir compte de son taux de CD4. Merci beaucoup. Merci, docteur Judith, pour la question. Au fait, le facteur de risque pour les gens qui vivent avec le VIH, connu ou qu'on vient de découvrir, c'est le taux de CD4 qui est dont le compte est en dessous de 350 éléments par millimètre cube. Et ces personnes-là sont à haut risque de faire la maladie Mpox, la maladie sévère,
et des complications qui l'accompagnent. Donc, là, il n'y a pas beaucoup de statistiques comme telles. L'OMS le reconnaît, mais en République démocratique du Congo, on a donné quand même jusqu'à 13% de co-infection, jusqu'à 13% de co-infection. Et il est bon de commencer si le malade n'était pas sous ARV. Il faut commencer le traitement antirétroviral parce que ça fera gagner le patient en moyen de défense immunitaire et avec ça, il pourra raccourcir le temps de la maladie et prévenir les infections. Il y a plus il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Et il a même été souligné que le syndrome de reconstitution immunitaire existait pour d'autres maladies, pour d'autres infections opportunistes, mais on n'en a pas rencontré pour l'impox. Voilà ce que je pouvais vous dire, docteur Judith. Ok, docteur Judy, c'est bon? Docteur D'accord. Judith, est-ce que Docteur j'ai Judy, répondu à euh, votre préoccupation? Oui, professeur, vous avez répondu à ma préoccupation. Voilà, d'accord. merci. Merci. Ok, merci beaucoup. Voilà, chers participants, comme je le disais, nous tirons vers la fin de ce webinaire. Nous avons mis dans le chat, il y a le lien pour pouvoir évaluer cette session. Nous avons besoin d'avoir vos commentaires, vos feedbacks, vos suggestions par rapport aux prochaines sessions. Donc, merci vraiment d'y participer. Donc, nous vous invitons maintenant là à le faire, hein. Voilà. Et s'il y a pas, il y a plus d'autres questions, nous avons encore quelques minutes. C'est vraiment le lieu, hein, l'occasion de poser vos questions à nos experts qui sont présents. Euh, je crois que l'équipe, hein, qui gère ce programme mettra à votre disposition la présentation dans la plateforme IUCO, c'est ça? Et également, je crois, dans le groupe WhatsApp, si je ne me trompe. Voilà, donc vous Dans le aurez YouTube, YouTube, ça passe aussi dans YouTube. Ok, d'accord. Donc, tous ces canaux de communication là sont utilisés pour pouvoir mettre à votre disposition la documentation. Merci beaucoup. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres interventions, nous allons laisser peut-être la parole au professeur pour son mot de fin. Voilà. Merci beaucoup, docteur Kwasi, pour mener à bon port cette session. Nous vous remercions encore une fois pour l'acceptation et votre participation active. Je remercie aussi Madame Kanika et son équipe de Eco India qui nous accompagnent chaque fois. Je remercie tous les participants qui se sont mobilisés pour venir animer cette session. Et je parie que c'était très intéressant à voir le nombre de questions et d'interventions. Nous nous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine et le sujet vous sera communiqué par voie d'affiche habituelle. Et je vous souhaite une bonne soirée euh, partout où vous vous trouvez. Encore une fois, merci.
Merci beaucoup, professeur. Chers membres de la communauté, est-ce que nous pouvons envoyer des signaux, voilà, de remerciement à nos experts du jour qui nous ont gratifié de ces belles présentations et de toutes ces informations très importantes dont nous avons été enrichis pour améliorer la prise en charge de nos patients et adopter les meilleures pratiques face à ces patients dans cet environnement d'épidémie et d'urgence sanitaire. Merci à tous. Merci d'avoir été très interactifs avec nos experts. Et puis, comme le disait le professeur Ali Blaboula, le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. À bientôt et bon week-end à tous. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur le prochaine. Au revoir à tous. N'oubliez pas de faire le feedback, c'est important pour l'équipe.